Vous pourriez vous demander pourquoi le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. On dit que c'est parce que Dieu ne fait pas confiance aux Anglais dans le noir. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle à nouveau avec le professeur Michael Brenner, professeur émérite des affaires internationales à l'Université de Pittsburgh. Il a déjà participé à cette chaîne auparavant, donc je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent. Michael, merci beaucoup de vous joindre à moi de nouveau. Eh bien, c'est un plaisir d'être de retour avec vous, Pascal. Nous voulons discuter aujourd'hui d'un sujet que nous avons effleuré à plusieurs reprises sans jamais nous y concentrer. Nous avons décidé d'avoir une discussion approfondie sur la moralité dans les affaires internationales ou la politique mondiale. Michael, la moralité existe-t-elle dans la politique mondiale et en quel sens pouvons-nous en parler? Le monde semble extrêmement cruel, surtout en ce moment, en décembre 2023. Eh bien, je pense que la réponse à cela est un oui nuancé. Un oui nuancé qui ne parle pas en termes d'impératifs catégoriques ou de normes fixes de conduite éthique, mais en termes de ce que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité. Mais revenons un peu en arrière et essayons d'aborder et de mettre de côté certaines présomptions courantes sur la nature humaine, la société et la propension présumée à commettre des actes violents. Il est assez courant pour beaucoup de dire que si nous avons la guerre et tous les abus, les tueries et les abus auxiliaires associés à la guerre, c'est parce que les êtres humains sont par nature des créatures violentes. Ce n'est pas tout à fait vrai, ou du moins cela doit être reformulé. C'est le dogme réaliste, n'est-ce pas? Les réalistes affirment, ou du moins une partie de l'école affirme, que les humains sont violents. Par conséquent, je pense que les réalistes sont en fait plus structuralistes. Ils croient que cela réside dans la structure des relations internationales. Le fait que cela traite des relations entre des unités politiques autonomes, chacune ayant le droit et la capacité de décider quand elles pourraient aller en guerre, dans quelles circonstances et comment elle sera menée. Tandis que les réalistes diraient que la guerre dans une situation particulière n'est pas inévitable, ils soutiennent que la structure du système international, ou plutôt l'absence de système, permet la guerre et le conflit violent. En d'autres termes, ils diraient que les situations complexes sont omniprésentes. Aucune guerre particulière n'est inévitable, car les circonstances, ainsi que les jugements et décisions individuelles, déterminent s'il y a un conflit violent. Mais il y a d'autres personnes qui adoptent une approche comportementale, suggérant que les êtres humains sont intrinsèquement violents. Ce n'est pas vraiment le cas. Nous sommes capables de toutes les formes de comportement, mais nous n'avons certainement pas de pulsion innée à commettre des actes violents. Certaines personnes disent cela, mais en fait, il n'y a pas d'équivalent ou de contrepartie à la pulsion sexuelle, par exemple. Les êtres humains peuvent vivre tout à fait heureux et être pleinement satisfaits sans s'engager dans un conflit violent. En ce sens, la vision hobbesienne est erronée et mal conçue. À l'époque néolithique ou même paléolithique, nous vivions en petits groupes de 15 à 30 personnes. Il y avait une combinaison d'interactions pacifiques et de potentiel de conflit au sein du groupe. La paix régnait parce que les liens naturels inhibaient les actes de violence. Dans les petits groupes sociaux, les actes de violence sont hautement dysfonctionnels. Il existe une compréhension commune que la survie n'est pas possible s'il y a des combats, des blessures ou des décès. Lorsqu'il s'agit de traiter avec d'autres tribus, les anthropologues expliquent qu'une variété de relations peut se produire. Il peut y avoir coopération, indifférence ou compétition violente pour le territoire et les droits de chasse. En évoluant vers des sociétés plus grandes, nous avons dû trouver un substitut aux liens naturels trouvés dans les petites communautés simples de 20 ou 30 personnes. Ce type de lien existe encore parmi certaines tribus du bassin amazonien et jusqu'à récemment dans certaines parties de l'Afrique.
Ce qui a émergé, c'était une codification du comportement et des normes. Chaque société organisée a ses normes. Elles prennent le principe de collaboration pacifique au sein d'une tribu et l'étendent en normes comportementales généralisées pour des groupes bien plus importants où nous ne connaissons pas personnellement ou n'avons pas de contact direct avec la majorité des autres membres. C'est le fondement des lois et des règles que chaque société organisée possède. L'aspect le plus frappant est que dans chaque société, l'action la plus expressément interdite et réprimée est la violence, y compris le meurtre et l'agression. Oui, j'aimerais juste ajouter que l'on peut soutenir que même si nous arguons que la violence fait partie de la nature humaine, la non-violence et la gentillesse, qui sont l'opposé, sont tout aussi profondément ancrées dans la nature humaine. Exactement. Nous voyons les deux dans la vie de tous les jours. Je veux dire, cela doit être arrivé à tout le monde ici, d'être invité chez un inconnu, et la première chose qu'on vous demande, c'est « Avez-vous mangé? Voulez-vous quelque chose à boire? » Nous avons une tendance naturelle à être gentils avec les autres. Bien que nous voyions aussi l'inverse, comme lorsque les couples se disputent et deviennent violents. Nous voyons la violence surgir dans les relations les plus communes et les plus proches. Donc ça peut arriver. Mais prétendre que c'est notre état naturel serait définitivement une exagération grossière, je crois. Alors la question devient, pourquoi est-ce que dans ces groupes plus larges, parfois nous interdisons la guerre et parfois nous faisons de la violence une vertu, n'est-ce pas? Il est assez intéressant de constater que nous avons les deux. Nous disons que la violence est mauvaise. Mais si vous regardez en arrière dans n'importe quelle société, vous trouvez toujours une forme de violence ritualisée. Prenez les sacrifices, par exemple. Nous sommes complètement d'accord pour dire que la police peut être violente parce qu'on croit qu'elle est violente pour une bonne cause, n'est-ce pas? Pour protéger les gens. Emprisonner des personnes est un acte de violence. Mais nous acceptons qu'il y ait un groupe de personnes qui puissent le faire, justement. Puis, quand il s'agit de la guerre, elle est souvent vue comme une grande vertu. Cela me sidère de voir comment les films aux États-Unis, comme American Sniper ou d'autres films qui glorifient des individus très compétents pour tuer autrui dans des circonstances brutales, sont célébrés. Ces individus sont présentés comme l'incarnation même d'un bon patriote. Cela représente une inversion des vertus habituelles d'être un bon citoyen ou un bon chrétien, où plus vous pouvez tuer, mieux vous êtes perçu. Pourquoi pensez-vous que cette ambivalence envers la violence existe dans nos sociétés? Eh bien, je veux dire, encore une fois, comme vous l'avez noté, nous devons reconnaître la variété des cultures nationales, pas seulement les cultures d'États nationaux ou de grandes collectivités sociales. Elles varient grandement en termes d'attitude envers la violence organisée. Qui est-ce qu'est la guerre? Je veux dire, vous avez eu des sociétés martiales, comme Sparte, dans la Grèce antique. On parle de la tradition prussienne de militarisme. Et vous avez d'autres cultures dans lesquelles la disposition envers la guerre n'était pas vue comme vertueuse et n'était pas vraiment intégrale à la personnalité nationale collective. Donc ce que nous essayons vraiment de comprendre, ou la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que la guerre, avant tout, est un phénomène social. Elle doit être comprise comme l'émanation d'une société et les interactions entre ou parmi les sociétés. Les causes immédiates peuvent être variées, n'est-ce pas? Ça peut être un différend sur le territoire, un désir d'acquérir ou de défendre un territoire. Ça peut être idéologique, ou parfois, quoique rarement, ça peut être purement martial. Il y a certaines cultures et sociétés dans lesquelles l'idée de conquête et de domination des autres est intégrale à elles. On pense au Hun d'Attila, on pense à la Horde d'or de Gengis Khan, on pense à Tamerlan. Et bien sûr, l'extrémité de cela serait l'Allemagne nazie. Mais laissons de côté cette déformation moderne pour un instant. Bien que d'ailleurs, des recherches récentes suggèrent que tous ces mouvements historiques en provenance de l'Asie centrale,
qui ont pris leur expression la plus violente, sous la forme des Huns et de Gengis Khan, etc., étaient dues à des changements climatiques. Ainsi, les grandes steppes de l'Asie centrale s'asséchaient périodiquement, les forçant à se déplacer vers l'ouest. Cela les a mis en conflit avec d'autres groupes et a probablement contribué à ce qui était déjà une culture martiale. Nous devons considérer la question de la guerre et de la violence organisée dans un contexte social, ainsi que dans un contexte environnemental ou écologique et un contexte technologique. La moralité, sous une forme ou une autre, en particulier en ce qui concerne la conduite des États, a évolué et changé. Elle a été transformée par les changements technologiques, dont nous discuterons sous peu. L'utilisation de la force violente contre les civils a varié. Comparons les guerres européennes depuis la fin des guerres de religion, la guerre de 30 ans, jusqu'à la majeure partie du XIXe siècle. Ces guerres étaient menées entre des armées professionnelles qui montraient peu d'intérêt pour les populations civiles environnantes, sauf pour le ravitaillement. Le risque pour les civils venait souvent du pillage par des armées indisciplinées, des maladies et de la famine, qui pourraient résulter comme conséquence indirecte des combats, comme ce fut le cas pendant la guerre de 30 ans. Autrement, au XVIIIe siècle, très peu de civils ont été tués, à l'exception de la guerre de guérilla espagnole contre Napoléon au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous devons nous demander pourquoi la question des morts civiles en grand nombre et la moralité qui y est associée sont devenues si pertinentes. Oui, je veux dire, nous plongeons déjà dans un niveau plus profond parce que nous avons certainement développé des normes de guerre, n'est-ce pas? C'est indiscutable. Nous parlons de la théorie de la guerre, juste comme le développement des normes de guerre, du droit international et ainsi de suite. Il y a différents composants à ce développement de normes autour de la violence organisée, collective, à grande échelle. Une des normes qui a été développée est que les civils devraient être hors de portée, n'est-ce pas? Ils ne devraient pas être attaqués. Cependant, la question se pose toujours. Qui compte comme civil et qui ne l'est pas? Nous acceptons qu'au XIXe siècle, la guerre en Europe ait essayé plus ou moins d'épargner les civils. Toutefois, si vous regardez le continent africain et les continents américains, les gens là-bas n'étaient même pas considérés comme humains. Par conséquent, le concept entier ne s'applique pas. Le groupe décide toujours qui il reconnaît comme un interlocuteur valable. Mais si nous faisons juste un pas en arrière, l'idée de violence organisée entre groupes implique la technologie, les normes et les idées. Je veux aussi souligner qu'un facteur pourrait être la simple capacité, la possibilité que quelque chose puisse arriver. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'instant, je suis à un point où je dis que la seule chose qui détermine ce que les États font est ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent faire. Il y a deux facteurs à considérer. Le premier est ce qui influence le désir, qui inclut les normes. Le second est ce qui influence la capacité, comme les capacités technologiques, n'est-ce pas? Cela inclut les capacités de guerre et ainsi de suite. Nous pouvons creuser plus profondément et dire que ce n'est pas juste une question d'État. Si nous regardons des époques plus anciennes, il s'agit des groupes qui possédaient des armes et qui les contrôlaient. Cependant, la question se pose. Ces groupes sont-ils consciemment en contrôle? La capacité d'agir et le désir d'agir sont-ils réellement influencés par les membres du groupe? Ou bien les réseaux sociaux des membres sont-ils structurés de telle manière que la capacité et le désir sont indépendants de tout individu au sein du groupe? S'ils sont indépendants, alors nous observons une propriété émergente où la capacité et surtout le désir ne sont pas liés à un individu, mais au groupe dans son ensemble. Il y a une expression poignante inventée par le YouTuber britannique Russell Brand. Dans l'un de ses monologues typiquement rapides, il a dit « Ces gens sont comme les puces sur le dos du chien de guerre. Le chien de guerre emporte les gens,
Et nous pourrions penser que des leaders comme les Bidens, les Putins et les Xi sont en contrôle. Mais en réalité, ils ne sont que les puces sur le dos du chien de guerre. Le chien de guerre va où il veut. Alors, quelle est votre perspective sur cela? Eh bien oui, je veux dire, je le formulerai quelque peu différemment. D'abord, revenons à votre belle formulation de posséder les moyens et de savoir si vous avez l'intention. Cela nous ramène à la formule standard utilisée par les détectives des homicides et les auteurs de romans policiers, qui est le mobile, les moyens et l'opportunité. Les mobiles peuvent varier. Une autre façon de dire cela est que les causes immédiates de tout conflit particulier sont aussi nombreuses que variées. C'est la motivation. Les moyens et l'opportunité ont été constants. C'est l'ajout que dans un monde composé d'eux et peuplé par des unités politiques indépendantes, chacune a le droit de décider quand et dans quelles circonstances elle pourrait recourir à la violence contre ses voisins ou d'autres. C'est l'opportunité. Les moyens ont changé, et je pense que ce changement de moyens a altéré notre conception de la moralité. Laissez-moi juste y entrer brièvement. Nous parlons des armées professionnelles du XVIIIe siècle, qui, selon les normes actuelles, seraient impliquées dans des guerres très limitées. Ces guerres étaient limitées en termes de portée géographique, de main-d'œuvre et même de pertes en termes absolus, sinon en termes relatifs ou proportionnels. Ce qui a changé, bien sûr, c'est qu'au XXe siècle, nous parlons de guerre totale. Pourquoi est-ce une guerre totale? Non pas parce que les opportunités ont changé, ni nécessairement les motifs, mais parce que la capacité à mobiliser et à employer la force dépend des capacités de toute la société, son économie, ses moyens de production, son industrie, et ainsi de suite. La conséquence logique est que si la force et le pouvoir d'un protagoniste ou de tous les protagonistes dépendent des caractéristiques et attributs de la société, alors ceux-ci devraient et deviennent des cibles légitimes. C'est pourquoi, lors de la Première Guerre mondiale, il y avait un ciblage direct des infrastructures civiles. Ce n'était pas seulement les civils, c'était aussi des cibles militaires, des usines industrielles et les ouvriers qui faisaient fonctionner les machines produisant des armes. En même temps, il y avait le développement de moyens pour les atteindre, tels que les avions. La combinaison de ces facteurs a conduit à la guerre totale, où l'intensité de la guerre dépend des capacités industrielles et économiques d'une société et des moyens de les attaquer. Cela a conduit à des assauts massifs sur les populations civiles lors de la Seconde Guerre mondiale, comme les bombardements de Coventry, les villes allemandes bombardées par les Alliés, le bombardement incendiaire de Tokyo et finalement les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, qu'advient-il des notions traditionnelles de retenue comme caractéristique clé d'une éthique de responsabilité dans ces circonstances? Revenons aux 5 ingrédients qui sont censés constituer ou justifier une guerre juste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je veux ajouter une chose à propos de votre point de vue. Bien que je sois d'accord que la guerre totale, telle qu'elle a été menée lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ait pu être nouvelle dans son sens technologique, je ne suis pas entièrement d'accord que le concept lui-même était nouveau. L'histoire entière de la guerre a toujours été totale, dans le sens où chaque grand général comprenait que couper l'armée ennemie de ses approvisionnements mène à sa défaite. C'est toute l'idée du siège d'une ville. Vous ne faites pas le siège juste de l'armée, mais de tout le système de soutien de votre ennemi. Prenons Napoléon, par exemple. Il a essayé d'isoler la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne a tenté d'isoler Napoléon sur le continent avec des blocus. Ce concept de blocus est très ancien. En droit international, nous avons même 700 ans d'idées sur le fonctionnement des blocus, y compris quand ils sont légaux et quand ils ne le sont pas. L'idée de cibler les infrastructures civiles et les routes d'approvisionnement est ancienne. Dans mes études sur la neutralité, c'est particulièrement important car cela impacte ces tiers. Ils réclament alors « Hey les gars, je ne suis en guerre avec aucun de vous.
J'ai toujours le droit de commercer avec vous deux. Mais généralement, les deux parties disent au tiers de déguerpir, en disant « Tu peux commercer avec moi, mais certainement pas avec l'autre ». Tout un système s'est développé autour de ce concept. Donc, à mon avis, chaque fois que la guerre devient extrêmement sérieuse, elle s'escalade toujours en forme de plus en plus totale. Nous voyons cela en ce moment, par exemple, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Occident essaie de vaincre la Russie, non pas en combattant sur le terrain, mais en s'engageant dans des domaines complètement différents, surtout sur le plan économique. Cette stratégie a spectaculairement échoué et produit l'effet inverse. Mais l'intention de porter le combat aux Russes ordinaires a été très clairement prononcée dès le début. Donc, je pense que la guerre a un aspect très total. Il est plus difficile de trouver des exemples de guerres qui n'étaient pas totales que de celles qui ont dégénéré en totalité. Eh bien, je pense que vous avez soulevé un très bon point concernant l'intérêt que les États en conflit et en guerre ont à limiter l'accès aux approvisionnements. Mais en même temps, nous devrions garder à l'esprit que, tout d'abord, la portée tendait à être géographiquement limitée. Certainement sur Terre, elle était très limitée. En mer, elle était plus large et plus étendue. L'utilisation de blocus et du système continental pendant les guerres napoléoniennes, par exemple, avait une portée géographique. Cependant, il n'y avait pas de capacité ou de possibilité d'atteindre les producteurs réels des denrées alimentaires ou de quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas pu, donc ils n'ont pas fait. S'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Oui, c'est exact. Cependant, comparons cela aux attaques sur les villes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, ces attaques étaient justifiées par la valeur de la destruction des usines, des infrastructures et des triages ferroviaires. Mais très rapidement, elles se sont transformées en une campagne contre les populations civiles. La croyance, parfois exprimée et parfois non, était que si vous pouviez suffisamment punir une population, l'ensemble du pays deviendrait démoralisé. Vers la fin de la guerre, cette croyance était clairement énoncée. Briser leur volonté. Oui, un résultat possible serait la démoralisation. Et avec cela, la population pourrait se retourner contre leur gouvernement qui les avait plongés dans une situation aussi épouvantable. Maintenant, bien sûr, ces deux hypothèses ont commencé à se révéler fausses. Nous savons que dans presque tous les cas, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Union soviétique, les attaques contre les centres de population tendent à renforcer le sentiment d'identité collective et à durcir la volonté de continuer à se battre dans la guerre. La population ne s'est pas retournée contre ses dirigeants dans aucune de ces instances. Plus récemment, les mêmes erreurs d'analyse et de jugement ont été commises. Considérez l'idée farfelue, que certains diraient cérébrale, que si nous appliquions de sévères sanctions économiques à la Russie, combinées aux pertes humaines sur les champs de bataille en Ukraine, la population deviendrait tellement aliénée des dirigeants, si en colère contre la direction, qu'elle renverserait le régime actuel. Il ramènerait un Yeltsin sobre, qui à son tour inviterait l'Occident à revenir pour piller les ressources russes, et tout le monde vivrait heureux pour toujours. Je veux dire, bien sûr, cela repose sur une ignorance profonde, frisant l'idiotie, mais c'était l'une des principales lignes de pensée à Washington. Elle a été assimilée et acceptée par nos courageux alliés européens, ce qui a conduit à un engagement total pour vaincre la Russie. En fait, on pourrait dire que ce n'était pas juste pour défendre l'Ukraine. Les forces militaires ukrainiennes de l'époque étaient sur le point d'attaquer le Donbass, et l'attaque russe était essentiellement préventive. L'objectif n'était pas seulement de restaurer le contrôle du gouvernement de Kiev sur le Donbass. Franchement, très peu de gens à Washington, à l'époque comme maintenant,
se soucie réellement du bien-être des Ukrainiens. Nous disons depuis des mois, continuez à les faire combattre aussi longtemps que possible, juste pour affaiblir la Russie. Si vous perdez un demi-million de personnes, ce n'est pas notre problème. Plutôt, l'objectif global était de se débarrasser de Poutine et de marginaliser définitivement la Russie des affaires européennes en tant que puissance et de la neutraliser en tant que puissance. L'arme économique était secondaire. as a power. Yeah, and this failed, but the economic weapon that just today on foreign policy, there's another one. L'arme économique a échoué, mais juste aujourd'hui, en politique étrangère, il y a encore un de ces articles ridicules. Les gens continuent de penser que cela pourrait fonctionner, que l'on peut même retourner l'élite en Russie contre ses dirigeants. Je veux également souligner que vous avez utilisé l'expression « un Yeltsin sobre », ce qui est un oxymore à plusieurs niveaux. Mais il y a aussi une mécompréhension que les années Yeltsin étaient les pires années pour la Russie depuis la Grande Purge à la fin des années 30. Je veux dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Jamais cela n'a été aussi mauvais pour les Russes en Union soviétique que sous Yeltsin. Donc, bien sûr, les Russes ordinaires ne voudraient pas que cela revienne. Les Russes comprennent de première main ce que c'est que de vivre dans un pays qui se désintègre en plusieurs morceaux, et que l'Occident articule même cela comme un résultat et un objectif possible de toute l'entreprise. Le niveau d'audace de l'Occident de penser que ce genre de signaux serait reçu positivement par la population en Russie est tout à fait étonnant. Mais cela nous ramène à la question, qu'est-ce qui motive ces États dysfonctionnels? Il y a aussi une dysfonction idéologique, à ne pas pouvoir comprendre le monde du point de vue de l'autre. C'est le défaut terminal des pays occidentaux en ce moment. Ils sont totalement incapables et réticents à essayer de comprendre les préoccupations sécuritaires réelles des autres participants au système international. L'Occident peut prétendre qu'il est le monde entier, mais il ne sera jamais le monde entier. Je crois qu'il y a un profond problème psychologique qui fait obstacle à une analyse rationnelle de la situation. Oui, c'est une question très importante et fondamentale. Je pense que nous observons ici une variation considérable. Certains gouvernements et dirigeants d'État, indépendamment de leurs objectifs et stratégies, ont été très rationnels, logiques et calculateurs, à l'image de Bismarck. Il a déclenché au moins 3 guerres contre l'Autriche, le Danemark et la France. Il avait un objectif très clair, savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Il a cultivé un consensus parmi les élites politiques allemandes, qui reposait sur le soutien fédéral. Bismarck était également très bien informé sur les partis avec lesquels il traitait. Sa diplomatie était extrêmement habile et il avait des relations bilatérales avec tout le monde en Europe, y compris l'Autriche, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Cela reposait, dans certains cas, sur une connaissance directe. Par exemple, il parlait très bien anglais, ayant passé 9 mois à Birmingham dans sa jeunesse pour étudier l'industrie britannique. Son camarade de chambre à l'université était un Américain de Boston, ce qui l'a aidé à perfectionner son anglais. Il connaissait bien l'Angleterre, la Russie et certainement l'Autriche. La question de l'ignorance délibérée, qui est en partie volontaire, est peut-être un problème distinct. C'est une question anthropologique et fascinante en termes de psychologie sociale. La volonté de prendre des décisions de vie ou de mort qui affectent non seulement la vie et la mort d'autres personnes, mais aussi les intérêts fondamentaux et le bien-être de votre propre société, sur la base d'images caricaturales des autres parties impliquées, est le comble de l'irresponsabilité et de l'incompétence. Cela soulève des questions sur qui sont réellement ces personnes. Cela soulève également la question, est-ce réel? Croient-ils leurs propres mensonges ou semble-t-il si absurde qu'il est difficile d'imaginer qu'ils le pourraient? Ou est-ce simplement de l'opium pour le peuple? Nous sommes la cible de la propagande, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont au pouvoir pourraient ne pas y croire eux-mêmes. Ils comprennent que pour contrôler une société démocratique, il faut lui fournir un récit.
La distinction ici est significative. La différence réside dans le fait que l'État est dirigé par des individus stupides ou par des individus rusés. Je pense que c'est une combinaison. Tout d'abord, vous trouvez les deux perspectives, et parfois vous les trouvez au sein du même gouvernement. Aux États-Unis aujourd'hui, nous avons une situation particulière où la grande majorité de l'établissement de la politique étrangère, que vous pourriez aussi appeler la classe politique ou l'officiat politique de Washington, partage une vision déformée du monde, du système mondial et d'autres puissances, y compris la nature de leur leadership. Par exemple, des figures comme les soi-disant néoconservateurs, Blinken, Nuland, Sullivan et bien d'autres à Washington font preuve d'une sorte d'ignorance volontaire. Cette ignorance est pratique car cela signifie qu'ils n'ont pas à réfléchir pleinement à la logique des politiques et des stratégies qu'ils promeuvent. Avec le temps, ils peuvent même commencer à croire en cette vision déformée. Oui, c'est pratique. Et si vous commencez avec une connaissance limitée des autres États et de leur leadership, vous êtes moins susceptible de chercher à vous informer. Ce manque d'information devient alors la base pour les stratégies que vous formulez et les politiques que vous entreprenez. Mais la réalité aujourd'hui, aux États-Unis, et je dirais que la même chose est vraie en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe occidentale, c'est qu'il y a presque une pathologie collective. C'est comme s'ils opéraient en référence à un monde fantaisiste qui ne correspond pas au monde réel. Regardez comment Poutine est dépeint, par exemple, ou considérez les attentes totalement injustifiées et infondées que le peuple russe se révoltera contre Poutine s'il ressent la pression des sanctions économiques. Cela s'ajoute à l'ignorance concernant l'économie russe. Oui, vous avez raison à ce sujet. Il doit s'agir d'une combinaison de stupidité et de ruse de la part de différentes personnes qui interagissent entre elles. Vous avez aussi le fameux problème de l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, moins quelqu'un sait, plus il est confiant d'être un expert. Ce sont ces personnes qui vont le plus fermement pousser pour une certaine stratégie parce qu'elles ont une absence totale de compréhension de ce qui est réellement le cas. Nous revenons à la guerre parce que la guerre est l'affrontement ultime. C'est le point où les gens sont prêts à commencer à se tuer les uns les autres et même à être tués pour atteindre un certain résultat. La guerre a un effet très édifiant parce qu'elle montre généralement qu'un ou les deux côtés ont sérieusement mal calculé. Cependant, il n'arrive jamais dans une guerre que les deux côtés soient validés en même temps. Au moins un découvrira que son évaluation était fausse et que certaines choses qu'il croyait réalisables ne peuvent pas être atteintes. Donc on se prend un coup de poing dans le nez. Le problème, bien sûr, est quand vous avez une guerre par procuration, comme en Ukraine, le coup de poing dans le nez n'est pas le vôtre. Ainsi, les néoconservateurs restent isolés du véritable dommage corporel qui altérerait leur perception de la réalité, et ils peuvent continuer à pousser. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est le résultat de ce que fait la guerre. La guerre prouve que certaines personnes ont tort. Mais si ceux qui doivent admettre qu'ils avaient tort ne sont pas ceux qui sont réellement impliqués, alors l'effet est très faible. Bien que, avec le temps, cela s'infiltre. Peu à peu, la réalité doit s'imposer. Le New York Times admet aujourd'hui que la contre-offensive en Ukraine a été un échec. Cela leur a pris une éternité, mais à un certain moment, la réalité doit s'imposer. Oui, abordons la notion de la distance des dirigeants par rapport aux événements réels. Autrefois, il y a des siècles, les chefs de tribus devaient mener leurs tribus au combat. Même lorsque nous avions des sociétés organisées, les monarques menaient souvent leurs forces au combat. Alexandre le Grand est à l'avant-garde des forces grecques qui ont conquis la moitié du monde connu. Cette tradition s'est poursuivie pendant un certain temps. Cependant, à mesure que la guerre est devenue plus télécommandée, la distance des dirigeants par rapport au combat réel s'est accrue proportionnellement. En conséquence, le facteur humain devient moins important.
et la moralité individuelle, enracinée dans un sentiment d'humanité commune avec d'autres groupes, nations et dirigeants, tend à se dissoudre. Ce détachement affecte également les combattants. Par exemple, si vous êtes un opérateur de drone assis dans le Nevada, sélectionnant des cibles et appuyant sur un bouton qui déclenche un missile Hellfire depuis un drone au Yémen ou en Afghanistan, vous ne ressentez pas de connexion humaine. C'est juste un objet, presque comme un jeu vidéo. La moralité devient une considération très abstraite. Il existe des preuves que certaines de ces personnes qui prennent des décisions très concrètes et spécifiques, entraînant la vie ou la mort même à des milliers de kilomètres de distance, souffrent de leur propre version atténuée du trouble de stress post-traumatique. Post-traumatic stress syndrome. But, post-traumatic stress syndrome. Le syndrome de stress post-traumatique survient parce que les êtres humains ne sont pas naturellement réconciliés avec l'idée de tuer d'autres êtres humains. Si nous étions le genre d'animaux que certains suggèrent, avec une pulsion innée pour commettre des actes violents, nous ne souffririons pas de troubles de stress post-traumatique. Par exemple, en tant qu'historien, j'ai noté à partir de recherches approfondies sur des mémoires et des lettres que parmi les troupes américaines sur le front européen lors de la Seconde Guerre mondiale, près d'un tiers habituellement ne tiraient pas avec leurs armes ou tiraient en l'air. Il y avait deux raisons à cela. Premièrement, ils étaient plus préoccupés par la survie que par le fait de tuer l'ennemi. Dès que le combat commençait, ils se jetaient au sol, le visage dans la poussière, et se cachaient derrière des arbres pour se préserver. Deuxièmement, l'idée de tuer quelqu'un qu'ils pouvaient réellement voir les mettait mal à l'aise. Bien sûr, cela diffère de l'utilisation de l'artillerie ou du largage de bombes depuis des avions, où il existe une déconnexion similaire à celle d'un opérateur de drone dans le Nevada. Yeah, and we have social mechanisms in order to Ouais, et nous avons des mécanismes sociaux pour aborder le problème que parfois les soldats ne veulent pas tuer l'ennemi, n'est-ce pas? Je veux dire, la fraternisation avec l'ennemi est punissable de mort dans de nombreux endroits. Donc ce que nous avons vu pendant la Première Guerre mondiale, pendant Noël, quand les gens sont sortis et ont célébré ensemble, ce furent des moments humains. Tout système de guerre essaie d'empêcher cela. Nous avons des mécanismes sociologiques. Par exemple, le fait que les combattants et les soldats se peignent souvent le visage représente un moment dramatique où vous essayez de prétendre être quelqu'un d'autre. De cette façon, vous vous sentez moins responsable de la mort des autres, n'est-ce pas? Il y a de bonnes analyses et de très bonnes recherches sur tous ces effets et la psychologie de la guerre. Et tout cela joue ensemble. Peut-être pouvons-nous maintenant revenir à la question globale de la moralité et de l'idée de réguler la guerre. Tu as sorti le livre tout à l'heure parce que tu voulais discuter des 5 points de la guerre juste. La théorie de la guerre juste est ancienne. Elle a été développée par saint Augustin. Je ne sais pas pourquoi il est un saint parce qu'il me semble plus être un diable. Revenons un instant sur cela, car on attribue à saint Augustin un mérite pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Did he? Okay, teach me. I thought he actually wrote Let's note the 5. Notons les 5 raisons de partir en guerre. Premièrement, il devrait y avoir une explication convaincante de pourquoi l'État ou le pays doit aller en guerre. Deuxièmement, si la guerre est nécessaire en dernier recours, après que tous les moyens non violents se soient avérés futiles, alors cela signifie essentiellement de l'autodéfense plutôt que de l'agression ou de la conquête. Troisièmement, la force minimale requise devrait être utilisée, ce qui est le principe de proportionnalité. Quatrièmement, les troupes ennemies devraient être traitées humainement. Ce que nous dirions maintenant est conforme à la Convention de Genève et aux normes sociétales. Et cinquièmement, les non-combattants, c'est-à-dire les civils, devraient être épargnés des dangers du combat chaque fois que cela est raisonnablement possible. Maintenant, bien sûr, ce qui est raisonnablement possible
doit être considéré à la lumière des tactiques de guerre totale. Si la stratégie consiste à bombarder d'abord les centres de population pour détruire les infrastructures, puis à démoraliser tout le pays, ce n'est pas juste une question de ce qui est possible, mais aussi de ce qui est moralement acceptable. As to what is morally acceptable. Yeah, and unfortunately, within international law. Oui, et malheureusement, dans le droit international et la logique morale de la guerre, il existe un autre principe qui peut à tout moment prévaloir sur les 5 autres. C'est l'argument de la nécessité. Nous avons vu cet argument être répété à maintes reprises. C'est une des raisons pour lesquelles von Clausewitz dit que la guerre mène inévitablement à l'affrontement ultime. Dès qu'un État est sur le point de perdre ou de ne pas gagner, ses dirigeants vont arguer que dans des circonstances normales, ils n'auraient pas le droit de bombarder Dresde ou de lancer des bombes incendiaires sur Tokyo. Mais dans la situation actuelle, qui est incroyablement horrible, ils doivent le faire par nécessité. Ils prétendent que cela sert de justification légale. Bien sûr, tant que vous gagnez une guerre, vous ne serez jamais puni. Le seul véritable crime de guerre qui entraîne l'exécution est la perte d'une guerre. Gagner une guerre ne mène jamais à une telle punition. Jamais, absolument jamais. While winning a war gets you hung. Never, ever. Absolutely. Of course, much of this only turns on. Bien sûr, vous savez, beaucoup dépend de la manière dont vous définissez nécessaire. L'intégrité du territoire national et les intérêts fondamentaux sont en jeu. Aujourd'hui, les États-Unis définissent largement leurs intérêts nationaux. Ils sont parvenus à la conclusion que l'expansion de l'OTAN en Ukraine et le refus de laisser la Russie incorporer la Crimée. Initialement, la Russie ne voulait même pas l'incorporer. Mais reconnaître les préoccupations de la Russie concernant le statut des populations russes dans l'est de l'Ukraine et en Crimée n'est pas nécessaire pour les intérêts nationaux américains. Cela justifie non seulement notre implication dans la guerre actuelle, mais aussi nos actions depuis 2014. De même, le président Biden a déclaré qu'il était nécessaire de sécuriser les intérêts américains en contribuant à la défense d'Israël, malgré les victimes en résultant parmi la population de Gaza. Le terme « nécessaire » est vraiment très malléable. C'est pourquoi ces dirigeants l'adorent, n'est-ce pas? C'est la chose la plus facile au monde que de définir tout ce que vous voulez faire comme essentiel à la nation ou essentiel à puis remplissez le concept qui est actuellement la raison d'État. Hannah Arendt a bien analysé que la sécurité nationale est essentiellement la raison d'État pour les Américains. Vous avez d'autres sociétés dans lesquelles la foi chrétienne ou la foi musulmane et ainsi de suite agissent comme la principale justification de la règle de l'État. Aux États-Unis, il semblait à Arendt que la sécurité nationale elle-même est la raison principale par laquelle l'État légitime sa propre existence et sa domination sur le peuple. Et on peut voir comment, dans le discours gouvernemental actuel aux États-Unis, dans le discours politique, la sécurité nationale est toujours présente. Ainsi, ne pas soutenir Israël à Gaza signifierait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis. De ce fait, vous créez un lien entre deux concepts complètement et totalement différents, mais vous avez la justification, la logique et donc la violence se produit. Oui, parce que ce qui est nécessaire pour l'administration actuelle, ce sont deux choses. Premièrement, les États-Unis, depuis la dissolution de l'Union soviétique et potentiellement avant, ont défini le bien-être et la sécurité nationale comme un monde imprégné de valeurs politiques libérales sous la forme que vous trouvez dans la plupart de l'Occident. Cela inclut également la forme particulière d'organisation économique, le capitalisme néolibéral, sous la forme que les États-Unis ont promue, qui prévaut largement dans l'Occident collectif. Bien sûr, cela ouvre des discussions sur le motif, les moyens et l'opportunité. Le motif est omniprésent et mondial. L'opportunité existe parce que tout le monde n'a pas encore adhéré à et établi le type d'institutions publiques
que les États-Unis croient être destinés à promouvoir. Cela est vu comme une condition pour la stabilité mondiale et la réalisation américaine de ses objectifs et desseins pour lesquels ils croient avoir été placés sur cette terre. Malheureusement, je pense que c'est la situation. L'autre dimension est la croyance à la Maison-Blanche qu'elle doit prendre certaines actions en Ukraine et en Palestine pour que Joe Biden soit réélu. Eh bien oui, une pensée très instrumentale. Oui, ici, nous recevons beaucoup de perspectives différentes. Bien sûr, c'est aussi erroné que beaucoup d'autres suppositions, parce que je pense qu'il devient évident, et cela aurait dû l'être depuis un certain temps, que ce genre de candidat très faible à la réélection, qui souffre déjà de toutes sortes de désavantages, va perdre du soutien à cause de ce qu'il a fait en Ukraine. Le résultat découlant de ces actions est la désaffection des électeurs normalement démocrates, en particulier les jeunes électeurs, pour avoir rendu les États-Unis complices d'un génocide est significatif. D'ailleurs, le génocide, tel que défini par la Convention de Genève, ne nécessite pas l'extermination industrielle de 6 millions de personnes d'une ethnie, race ou religion particulière. En fait, il ne s'agit pas seulement de l'ampleur en termes de nombre, mais aussi de l'élimination d'une culture et identité nationale. Quiconque voit cette vidéo peut le vérifier par lui-même. Il suffit d'aller sur Wikipédia et de rechercher la Convention sur le génocide. Dans ces termes, il est tout à fait approprié de dire que ce qu'Israël fait en Palestine, y compris en Cisjordanie et à Gaza, répond en effet à la définition de génocide telle qu'énoncée par les Nations Unies et représentant la communauté mondiale. Je veux dire, je sais que les dirigeants de l'Occident sont conscients de cela, car ils accusent la Chine de faire la même chose aux Ouïghours. Ils ne disent pas que la Chine tue les Ouïghours de manière industrielle. Ils prétendent que c'est un génocide, parce que la Chine essaie d'éradiquer leur culture. Ils le savent. Ce que je trouve si difficile, cette dissonance cognitive, c'est que dans la 3e semaine de bombardement de Gaza, l'Occident, y compris Israël, a eu l'audace de signer une lettre condamnant le traitement des Ouïghours par la Chine comme un génocide, alors qu'ils commettaient des atrocités contre les Palestiniens. Cela me fait questionner la moralité. Peut-on encore parler de principes moraux? Nous discutons du principe moral de non-discrimination à l'égard des combattants, et c'est mentionné dans les journaux. Mais ce que nous voyons, c'est un mépris total pour ces principes, comme on le voit au Yémen. Dans un essai, vous avez souligné l'attaque sur Raqqa pour éliminer l'État islamique. Ce sont des actes inhumains commis par l'Occident, pleinement conscient des dommages graves qu'ils causaient, ainsi qu'à Mossoul. La moralité semble exister comme concept, mais pas dans la pratique. Je pense que le monde d'aujourd'hui est unique. Le monde politique postmoderne dans lequel nous vivons en Occident est unique et sans précédent. C'est un sujet très complexe. Pour le comprendre, il faut regarder au-delà de l'étude de la politique et des relations internationales qui sont souvent entremêlées avec l'économie. Au lieu de cela, nous devrions considérer la psychologie, l'anthropologie et la sociologie. La psychologie devrait englober à la fois l'individuel et le collectif, ainsi que le normal et le pathologique. Je crois qu'on peut avancer un argument très solide selon lequel nos élites politiques actuelles vivent dans un monde de fantaisie tellement éloigné de la réalité qu'il se manifeste comme une psychopathologie collective. Il y a tellement de contradictions qui vont au-delà de l'hypocrisie. Comme nous l'avons dit plus tôt, beaucoup de ces personnes croient réellement aux absurdités qu'elles débitent. Elles rationalisent non seulement le fait de fermer les yeux sur le génocide à Gaza, mais aussi d'être complices ou accessoires à celui-ci, en particulier dans des endroits comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Sur le continent, la perspective est déformée par des gens très timides avec peu de conviction ou de sens moral. Je pense à des individus comme Schulz en Allemagne, Trudeau au Canada et la foule à Bruxelles,
d'Ursula von der Leyen à Joseph Borrell. Ce sont des gens très faibles, avec un intellect limité et un caractère faible, des carriéristes qui ont atteint des positions 4 ou 5 niveaux au-delà de leurs compétences ou qualifications. Oh, qualification by character. And that has to be acknowledged. Et cela doit être reconnu. Je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé ces dernières années, avec des problèmes comme l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan et le sentiment anti-russe intense centré sur l'Ukraine, nous devons considérer un autre point. Pascal, tu as soulevé la question de savoir s'il existe un facteur racial préjudiciable impliqué, en particulier lorsqu'on discute de sujets comme la géopolitique. C'est une autre dimension qui doit être prise en compte. Nous pensions que les préjugés raciaux avaient cessé d'être un facteur significatif dans les perceptions et les comportements des puissances occidentales, certainement depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il existe des preuves considérables qu'ils existent toujours tapis sous la surface et ont commencé à se manifester à nouveau. Ils ne se présentent peut-être pas de la manière la plus virulente et concrète qu'ils le faisaient dans le passé, mais ils sont évidents dans les attitudes et dans l'abstention de porter des jugements qui devraient être faits ou dans le fait de porter d'autres jugements qui ne sont pas justifiés. Il est difficile d'ignorer le fait vraiment troublant que si les Gazaouis n'étaient pas des Arabes, s'ils ne faisaient pas partie de ce qu'on appelle le monde sudiste ou non occidental, la tolérance pour ce qui se passe ne serait pas aussi désinvolte qu'elle l'est actuellement. Cela ne veut pas dire que cela a été le seul ou le facteur déterminant, mais il est difficile d'éviter la conclusion qu'il joue un rôle. Vous avez raison. Je pense effectivement que cela joue un rôle, mais je suis un peu ambivalent sur la question à cause de ce que nous avons observé au cours des 30 dernières années. Dans votre essai, vous soulignez que l'Occident ne s'est jamais vraiment soucié de ce qui arrivait aux gens du Donbass de 2014 à 2022, n'est-ce pas? Il y a eu 14 000 personnes tuées durant cette période, dont beaucoup de civils. Et c'était des personnes blanches, blondes. Puis bien sûr, nous avons vu comment l'Occident a réagi lorsque les Ukrainiens fuyaient. Avec toute cette narration des pauvres réfugiés blancs, blonds, nous devons être si gentils avec eux. Nous n'avons jamais été gentils avec les gens du monde arabe. Donc il y a un élément racial, mais d'un autre côté, il y a l'ennemi, le genre d'ennemi déshumanisé, bien que pas au même degré que les Gazaouis. Je veux dire, la situation entre Gaza et Israël est à un niveau complètement différent. Mais dans le conflit structurel entre les États-Unis et la Russie, nous avons vu l'Occident déshumaniser également les Russes, en essayant de les annuler. Et bien que les Russes soient blancs, cela n'est pas entièrement vrai. La Russie est une société très multiethnique, multilingue et multiculturelle. Une portion significative de l'ouest de la Russie, en particulier autour de la Biélorussie, est composée de populations blanches. Ces sociétés ont subi de l'ostracisme, et la russophobie est effectivement un phénomène réel. Il y a un élément racial en jeu. Il semble que l'Occident soit tout à fait capable d'exclure des gens du groupe interne, même lorsqu'ils partagent des caractéristiques physiques similaires. Prenons l'exemple de la Yougoslavie. Pendant longtemps, les Yougoslaves n'étaient pas considérés comme Européens, et leurs réfugiés n'étaient pas vus comme des réfugiés européens. Ils étaient explicitement catégorisés comme des étrangers dans l'esprit de nombreux Européens. Je me souviens d'un incident impliquant mon ancien petit ami. Je lui ai montré une photo de mes amis de Croatie et de Serbie. J'ai expliqué que, bien qu'ils vivent en Suisse et possèdent des passeports suisses, ils étaient toujours confrontés au racisme à cause de leur nom de famille. Il était surpris et a dit « Mais ils sont blancs ». En tant que personne originaire de Taïwan, il avait du mal à le croire. Cela montre que les Européens et d'autres groupes blancs ont une histoire d'exclusion d'autres blancs de leur groupe interne, créant ainsi des frontières raciales supplémentaires. Tout à fait juste. C'est un très bon point et important.
Passons en revue la liste des exemples récents. Les Bosniaques, par exemple, n'étaient pas considérés tout à fait européens, bien qu'ils aient le même ADN que les Serbes et les Croates, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont musulmans. Leur nom le reflète. Et cela n'a pas d'importance si vous avez des cheveux blonds et des yeux bleus. Quand vous allez en Russie, c'est une question de racines historiques. Les Russes ne sont pas tout à fait vus comme Européens. Il y a ceux qui sont enclins à dire qu'ils sont vraiment asiatiques, que leur mentalité a été façonnée par des siècles de domination mongole. Darius, ses récits sur les Russes sont racistes. Maintenant, vous voyez cela raviver dans cette russophobie hystérique et ridicule. Je veux dire, prenez par exemple le refus du droit de compétition aux Paralympiens russes qualifiés. Ces individus, qui sont handicapés, ont passé d'innombrables années à s'entraîner et ont surmonté psychologiquement tant de choses. Pourtant, Miles East ne pense rien de leur refuser l'opportunité de participer, simplement parce qu'ils sont Russes. C'est comme s'il y avait un désir de punir tout le monde. Ils sont vus comme un groupe asiatique métissé, des Mongols si vous voulez, des gens qui ne sont pas tout à fait européens. Cependant, cela ne prendra pas la forme que cela a pris au Congo, en Namibie ou même avec les Ottomans contre les Arméniens. Mais même là, le nombre de ceux qui ont été purement et simplement tués est considérable. Personne ne sait exactement combien, mais c'est par dizaines de milliers. Ils ont été expulsés et forcés dans le désert, de manière similaire à la façon dont les Israéliens veulent forcer les Gazaouis dans le désert du Sinaï. Mais c'était tout un peuple qui a été déplacé. Les Français ont fait cela en Algérie. Ils ont pris des groupements tribaux entiers, des dizaines de milliers de personnes, et les ont littéralement déracinés et déplacés, parfois en les tuant. Ce n'est que dans les années 1950 que nous avons commencé à voir certains changements. Cependant, de telles actions flagrantes ne sont probablement plus susceptibles de se produire. Mais comme il l'a mentionné, il y a une décision de ne pas intervenir dans des situations comme aider les Bosniaques, ainsi qu'une acceptation passive d'événements tels que ce qui se passe à Gaza. Nous sommes tous conscients de l'expérience juive de l'antisémitisme sur 2 millénaires, aboutissant à l'Holocauste, ce qui a créé un contexte psychologique unique. Néanmoins, les actions flagrantes et scandaleuses menées par Israël contre les Palestiniens seraient, pourrait-on penser, jamais simplement ignorées ou même justifiées, surtout lorsque les États-Unis y ont contribué de manière tangible. Qui aurait cru que ce serait la réaction du monde occidental? Il n'y a pas de réponse ou d'explication facile. Je crois que cela fait partie de ce que je perçois comme une psychopathologie collective qui se manifeste de diverses manières dans les sociétés occidentales contemporaines. Cela est évident dans une grande partie de notre vie publique nationale, ainsi que dans nos attitudes envers les événements internationaux. Mais ne nous attardons pas trop sur ce sujet. Nous pourrions explorer de nombreuses façons différentes de donner un sens à cette tragédie que nous pensions impossible. Cependant, prenons cela comme une leçon que notre capacité collective à commettre des crimes indicibles a toujours été présente. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Nous sommes conscients de l'Holocauste, du génocide arménien et d'autres génocides. Nous savons ce qu'est l'expérience de prison de Stanford et la vague, cette célèbre expérience scolaire. Nous comprenons que des groupes de personnes peuvent rapidement devenir collectivisés, leur façon de penser peut être complètement altérée, et ils peuvent être poussés à commettre des crimes indicibles contre des groupes minoritaires ou ceux sous leur contrôle. Ceci n'est qu'un autre exemple, parmi tant d'autres, qui montre qu'il n'y a rien en nous qui nous protège intrinsèquement de la cruauté collective. Maintenant, je suis un peu perdu. Quand commence la cruauté collective? Nécessite-t-elle un motif ou un but politique, ou peut-elle être irrationnelle? Il semble qu'elle commence soudainement,
une fois que les conditions sont réunies. Je ne suis pas sûr. Il y a toujours des gens, bien sûr, qui vont l'encourager parce qu'ils ont leurs propres agendas et objectifs. Oui, mais ce ne sont que des morceaux, n'est-ce pas? Ils s'assemblent lorsque... Et puis, ils exploitent une sorte d'effondrement, une dégradation partielle des normes sociales habituelles et l'affaiblissement des institutions autoritaires, entre autres. C'est le phénomène fasciste. L'apparition soudaine de tendances fascistes dans les sociétés occidentales est la plus prononcée, curieusement, aux États-Unis, parmi les plus anciennes démocraties. C'est surprenant, et ce n'est pas basé sur l'idéologie. Trump et ses gens, et d'autres, n'ont pas d'idéologie. Ce qu'il y a, c'est une incitation à l'émotion, puis son application dans la manière fasciste classique, si vous voulez. Et on peut le voir. Persécution des ennemis politiques par l'État, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont tellement... Quelle compréhension avons-nous de ce phénomène? Je pense que les meilleures études, enfin 2 d'entre elles, sont l'excellent livre écrit en 1951 par Eric Hoffer, le philosophe Docker. Comment s'appelait-il déjà? Le vrai croyant. Là, vous obtenez une analyse très concise, directe et extraordinairement perspicace de toute la dynamique politique, culturelle, psychologique du fascisme. Et bien sûr, il l'a associé aux mouvements de masse radicaux et fanatiques en général. L'autre est l'essai vraiment marquant d'Umberto Eco, l'écrivain italien, et ainsi de suite. Le nom de la rose. Ouais, et il y a un article classique qui a été publié dans le New York Review of Books en juin ou juillet 1995, intitulé « Urfascisme ». Urfascisme est la délimitation la plus rigoureuse et systématique des traits et caractéristiques fascistes que quiconque ait jamais réalisés. Elle dépasse tout ce qui a été fait par les politologues ou les historiens. Si vous lisez cet article, cela aide vraiment à affiner votre compréhension de certaines tendances actuelles aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe, principalement à l'Est, mais aussi dans une certaine mesure à l'Ouest, et le potentiel de ce phénomène à métastaser. Oui, et je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'Occident est actuellement en train de déconstruire, de décomposer, la même chose que ceux qui décomposent prétendent protéger au nom de la démocratie. Ils enterrent l'idée entière, le concept entier. La tragédie, c'est que des gens comme vous et moi assistent à ce désastre en ralenti et il n'y a rien que nous puissions faire. C'est plus comme un tsunami. L'eau monte et vous savez que vous avez déjà perdu parce que la seule chose que vous pouvez faire est d'essayer de courir. Mais l'eau continuera de monter de plus en plus. Vous ne savez pas si ça va s'arrêter. C'est extrêmement effrayant. La question pour moi est alors de savoir si les forces extérieures, celles qui ne participent pas à cette folie, comme les Russes et les Chinois et ainsi de suite, auront un impact. Ils ont leur propre version de gouvernance. Je n'appellerai pas ça du fascisme. Je ne pense pas que les Russes ou les Chinois soient dans un mode fasciste. Ils sont plutôt dans un mode de contrôle, une société contrôlée. Reste à savoir si cela fonctionnera contre la tendance ou si cela alimentera l'autoritarisme croissant de plus en plus de pays. C'est la question. Non, je pense que ce que vous avez en Chine et dans une moindre mesure en Russie est une forme d'autoritarisme modéré. Ce que vous n'avez pas, c'est le genre de nihilisme qui commence à caractériser la société occidentale. Ce n'est pas le nihilisme en tant que doctrine ou quoi que ce soit de ce genre. C'est le nihilisme en tant qu'État. Et bien sûr, lorsque vous vous dirigez vers le nihilisme, ce qui signifie aucune acceptation ou obéissance en termes de lois, de règles ou de normes, vous atteignez un point où l'on croit qu'il est libre de choisir n'importe quelle fantaisie dans laquelle il veut vivre. C'est ce qui se passe aux États-Unis, si vous voulez.
Et dans ces conditions, ces personnes ou groupes qui savent ce qu'ils veulent, même si c'est quelque peu nébuleux ou juste le pouvoir, vont essayer de l'atteindre. C'est un triomphe de la volonté dans une société nihiliste où vraiment personne d'autre n'a beaucoup de volonté, grâce à l'absorption totale de soi et à la concentration sur soi-même. Self-absorption and total concentration on self. I think this is also where you're right that psychology and Je pense que vous avez raison de dire que la psychologie est probablement le seul domaine qui peut nous aider à mieux comprendre ce phénomène. is that the En même temps, nous voyons que les forces qui entraînent cette fascisation, l'État, projettent leurs actions sur ceux qui tentent de les arrêter. that they're doing Quiconque résiste est étiqueté comme fasciste ou autoritaire. trying to push Ils luttent contre ces forces et ont l'audace de détourner le discours sur les droits de l'homme. items they Ils prétendent que Donald Trump utiliserait le ministère de la Justice contre ses ennemis politiques, alors que le ministère de la Justice a été utilisé contre lui. Encore et encore, ils accusent Vladimir Poutine de comportement impérial hégémonique, alors qu'eux-mêmes font preuve d'hégémonie en poussant les Ukrainiens dans des tombes précoces. C'est comme une schizophrénie de masse à un niveau sans précédent. and very on an unprecedented level, I would say. Yeah, because the one difference and the crucial difference La différence cruciale entre les tendances domestiques en Occident et ce qui s'est passé dans une grande partie de l'Europe dans les années 1930 est souvent oubliée. in Europe, across much of Europe, we forget in the 1930s, to 1940s. Espagne et Italie. Italy, yeah. Yeah, in all of Eastern Europe, you had fascist movements and Oui, dans toute l'Europe de l'Est, il y avait des mouvements fascistes, et la plupart d'entre eux sont effectivement arrivés au pouvoir, y compris au Portugal. Ces mouvements, en particulier en Italie et bien sûr en Allemagne, étaient liés à une politique extérieure de guerre et de conquête. Je pense que ce que l'on observe aujourd'hui en Occident, c'est l'absence d'impulsion à mener des guerres dans le but d'occupation, de conquête ou de gloire. Cependant, surtout dans le cas des États-Unis, on constate qu'ils sont confrontés à une situation où leurs propres notions fantaisistes d'identité américaine, de destinée et de leur place suprême dans le monde sont en contradiction avec la réalité. Cette incongruité est devenue si grande qu'elle mène à des actions qui pourraient conduire à la guerre, que ce soit en Ukraine, à Taïwan ou l'envie d'attaquer l'Iran. Les néoconservateurs de l'administration Biden avaient cela en tête lorsque la crise d'octobre en Palestine a éclaté. Ils espéraient que le Hezbollah interviendrait, ce qui serait alors imputé à l'Iran comme si l'Iran dirigeait tous ces groupes. Cela servirait alors de justification pour attaquer l'Iran. Il y avait des personnes très haut placées dans l'administration Biden qui avaient cette intention, mais la retenue de soi de la part du Hezbollah et de l'Iran leur a refusé cette opportunité. De manière générale, cependant, le genre de lien entre les mouvements intérieurs vers le néofascisme et la politique extérieure que l'on a vue dans les années 1930 et 1940 n'existe pas vraiment aujourd'hui. C'est une petite bénédiction peut-être, mais nous devrions en être reconnaissants. Il est difficile d'imaginer un pays européen, un pays d'Europe de l'Ouest, faire quoi que ce soit de semblable à ce à quoi ils étaient habitués à faire hors de leurs frontières au cours des 400 ou 500 dernières années. the last 500 years. It's over. I mean, not that they're not Je veux dire, ils essaient, mais pas au même niveau qu'avant. Ce n'est pas parce que les Européens sont devenus plus moraux ou civilisés, c'est parce que d'autres peuples ont appris à se défendre et à mettre fin à cette folie. Dans les années 1960 et 70, l'entreprise néocoloniale était extrêmement réussie, en particulier en Afrique. Heureusement, plusieurs pays asiatiques ont réussi à éviter ce piège parce qu'ils n'ont pas cru aux mensonges sur la manière de structurer leurs économies pour réussir. Les Africains rejettent également cette approche maintenant. Un bon nombre d'entre eux comprennent clairement que le chemin vers la prospérité est de faire le contraire de ce que conseillent le FMI et la Banque mondiale. Ils se concentrent sur le développement de leurs propres industries et la protection de leurs ressources naturelles au lieu de les vendre.
Cependant, ce changement prendra du temps, peut-être 50 ans ou plus, pour se traduire par un bien-être généralisé. Mais je crois vraiment que les États africains s'éloignent définitivement de ce modèle. Pourtant, les Européens et aussi les Américains tentent toujours d'exercer leur influence. Je pense que pour le segment européen, qui inclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon est un cas particulier. Il est existentiel au sens littéral du terme, qui a été tellement galvaudé. Il s'agit de la conception du monde, de la supériorité occidentale et de l'Occident en tant que modèle, précurseur, force de tête et idéologie du progrès avec lesquels nous devons composer. Le monde devient de moins en moins dominé par l'Occident. Aux États-Unis, il y a un élément existentiel encore plus fort, car les Américains croient que nous ne sommes pas seulement nés dans un état de vertu originelle, mais aussi prédestinés à diriger le monde, que ce soit en tant que modèle ou en tant qu'agent, ce qui est une autre question pour l'avenir. Les États-Unis sont également confrontés à un problème très pratique. Tant que le pays s'engage à maintenir et à renforcer l'hégémonie américaine, il se retrouvera dans des situations où son impulsion est d'utiliser la force, ce qui est souvent inapproprié, et où son pouvoir doux, tant culturel qu'économique, diminue rapidement. C'est dans cette disjonction ou incongruité que réside le véritable danger. On peut voir et sentir les énormes tensions internes, surtout si l'on vit aux États-Unis et parmi la classe politique américaine. Avec l'actuelle direction suggérant que la politique étrangère américaine est capable de tout, il y a un risque d'actes impulsifs aux conséquences profondes. Il n'est pas clair qu'ils sont prêts à accepter une défaite humiliante en Ukraine, mais c'est quelque chose à quoi nous devrions être attentifs. Je viens de pousser un cri parce que ma cafetière s'est éteinte toute seule. Je pense que c'est un signe qu'il est peut-être temps de conclure, surtout que je sais que tu n'as pas encore dîné. Je ne veux pas contrarier ta femme une fois de plus. Je lui ai dit que tu t'excuserais en fait, et elle a dit « Oh, ce n'est pas nécessaire, c'était pas nécessaire. » C'est pas nécessaire, mais c'est approprié. Ma femme est toujours invitée à donner des conférences partout. Elle a donné des conférences dans toutes les grandes universités américaines et a été invitée à passer du temps à Paris. Eh bien, vous savez, elle est à moitié française, donc elle a également été invitée en Norvège et au Maroc. Elle continue de recevoir ces invitations, y compris pour Aix-en-Provence. Chine, nous devrions la voir ici dans ce cas. Nous devrions avoir une discussion à trois. Nous reparlerons de cela. Elle a d'autres intérêts. Vous vous en êtes remarquablement bien sorti avec les types de personnes que vous avez eues dans l'émission, la manière dont vous avez géré cela et la façon dont elles se sont présentées. Merci. Même mon dernier monologue s'est assez bien passé. Ouais. Et tu sais, ça montre juste que ça a commencé avec combien? Environ 40 000 au début. Mon Dieu, je pensais que ça allait être à 3 chiffres. Tu sais, ça a grimpé à 5, puis 4, 4. Eh bien, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas aussi bien que lorsque je suis apparu sur la scène pour la première fois. Votre analyse, je crois, est correcte. C'est pourquoi je veux vous parler. Je pense que vous percevez cela avec précision. Nous voyons tous les deux la réalité dans laquelle nous vivons de manière similaire. Il y a des gens qui regardent ces enregistrements et nous créons une bulle où nous partageons une vision commune du monde. Ce que nous devons expliquer, c'est comment il est possible que d'autres ne le voient pas de la même manière. Nous travaillons à comprendre cela. L'un des points positifs est notre authenticité. Il s'agit simplement d'une discussion entre deux personnes qui essayent de comprendre ce qui ne va pas chez tout le monde. Et nous devons le faire. Soyons réalistes. La plupart des gens que vous avez reçus ont plus de 60 ans, n'est-ce pas?
Oui, je suis plutôt jeune, et nous ne sommes pas nombreux dans mon cas. Je veux dire, il y a quelques personnes comme Max Blumenthal et Aaron Montag, mais c'est un groupe relativement restreint. Et nous ne devons pas oublier qu'avec le temps, de moins en moins de personnes ont vécu différentes formes de leadership politique, d'État et de niveau de discours public. Il n'y aura aucun point de référence dans les expériences et les souvenirs des gens sur quelque chose de différent de ce qui se passe actuellement. Vous pouvez le critiquer et imaginer des alternatives, mais en ce qui concerne les attitudes et les perceptions de la classe politique, cela a des implications potentiellement profondes. Si personne ne sait que les choses peuvent être meilleures ou n'a aucune idée de ce qu'est la normale, cela affecte tout le monde. La démographie est en effet le destin, et il existe deux futurs possibles. Je ne suis pas sûr lequel se matérialisera. Vous avez raison de souligner que près de la moitié des téléspectateurs de cette chaîne ont 65 ans et plus. Il y a une tendance claire. Plus le public est jeune, moins il y a de téléspectateurs. Mais deux choses pourraient se produire avec le temps. Nous ne devrions pas seulement considérer l'audience, mais aussi comment les gens perçoivent le monde. À mesure que nous avançons, l'audience pourrait continuer à diminuer ou elle pourrait rester stable. Peut-être que c'est l'expérience de la vie qui éduque les gens et les amène à voir le monde d'une certaine manière, ce qui signifierait que la démographie pourrait rester la même. Je ne suis pas sûr du scénario qui se déroulera. Si l'audience continue de diminuer, alors nous pourrions être confrontés à un conflit significatif, une très grande guerre. Il faut garder espoir. Beaucoup dépendent de la personnalité. Je veux dire, les gens disent que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, et cela dépend. Ceux qui sont naturellement optimistes pourraient dire qu'il est seulement à 30% vide, tandis que quelqu'un de naturellement pessimiste pourrait dire qu'il est à 90% vide. Je tends à être plus comme ce dernier. Michael, ce sont les moments où je renverse la situation et je leur dis que cela m'est égal, lequel c'est, tant qu'il est rempli de vin. Laisse-moi terminer. Si tu as entendu l'histoire qui circule sur le circuit Samizdat à Washington, nous sommes en juin 2025. Le décor est le Grand Hôtel Savoie et Spa à Lausanne. Sur la terrasse extérieure, il y a deux personnes d'origine ukrainienne. Le premier s'appelle Alexei. Alexei se tourne vers son ami, Grigoriev, et dit « Dis-moi, tu sais, comme moi, avoir détourné des millions de l'aide qui est arrivée. Nous étions tous les deux membres du cercle de Zelensky et il nous a tous les deux fait venir de son équipe de production avant de devenir président. Nous avons tous les deux détourné des millions. Qu'as-tu fait du tien? J'estime que tu en fais au moins 5 millions. » Grigoriev le regarde franchement et dit « Eh bien, 3 millions sont passés en alcool et en femmes. » Alexis demande « Et le reste, qu'en as-tu fait ?» Grigoriev répond « Je l'ai gaspillé. » Voici une autre de Ray McGovern. Ray cite son grand-père irlandais disant « Sais-tu pourquoi le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique? C'est parce que Dieu ne fait pas confiance aux Anglais dans le noir. » Oui, je ne le ferai pas. Si j'étais Dieu, je ne le ferais pas. D'accord, Michael, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Porte-toi bien. Thank you. Keep well. You too, Michael. Bye. Bye-bye. Bye.